Bonjour à vous Hélène, Bonjour Fabrice. bonjour à vous toutes qui vous êtes inscrites à temps pour participer à ce premier webinaire de cette série sur l'alliance féminin-masculin. Bonjour aussi à toutes celles et tous ceux qui nous suivent en direct donc sur YouTube. C'est vraiment le premier de cette série, ça commence aujourd'hui, ce matin. C'est lié à ce projet que nous avons, Patricia Salle-Loiseau, mon amie et consoeur de valeurs et développement, sur ce thème de l'alliance du féminin et du masculin. Notre projet consiste essentiellement en un processus de groupe que nous avons, depuis déjà quelques mois, commencé à élaborer et que nous visons de proposer dans les entreprises dans quelques temps. En amont de cette implémentation à venir, nous souhaitons éprouver ce processus et du coup, nous créons un groupe d'expérimentation avec 14 personnes. Il y aura 7 femmes et 7 hommes. À la fin du webinaire, j'introduirai un lien sur lequel vous pourriez cliquer pour éventuellement poser votre candidature pour participer à ce groupe-là. Il se réunira mensuellement sur 6 ou 7 mois et ce sera un groupe qui se réunira à la fois en présentiel et probablement aussi en ligne. Aujourd'hui, Patricia et moi, nous en sommes dans une phase de recueil de candidatures et nous composerons le groupe probablement autour de mi-avril. Voilà. Quelques mots peut-être avant de passer la parole à Hélène, qui m'a fait l'honneur et rendu le service d'accepter ma proposition de lancer cette série de webinaires avec elle. Donc, je suis Fabrice Clément. Mon activité professionnelle principale est le coaching de dirigeants et d'organisations depuis bientôt 30 ans. J'exerce ce métier à partir d'une entreprise que j'ai créée en 1998 qui s'appelle Seth et Associés et qui a pour signature transformer les hommes, transformer les organisations, le monde autour de soi. Au service de cette mission d'accoucher les transformations des hommes et des organisations et de contribuer à la transformation du monde autour de soi, j'ai une activité soutenue sur les réseaux sociaux, essentiellement à travers ma page Facebook et un groupe privé Facebook, au travers d'un profil LinkedIn personnel et d'entreprise et d'un groupe à venir sur justement ce thème de l'alliance féminin-masculin, et aussi au travers d'une chaîne YouTube que j'ai créée il y a quelques semaines. Voilà, j'en reviens maintenant au séminaire de ce matin. Juste pour vous préciser qu'on va structurer le temps en 2 grandes parties. La première va être consacrée essentiellement au témoignage d'Hélène, qui va répondre à quelques questions et laisser libre cours à son inspiration. Et dans un deuxième temps, vous pourrez avoir la parole, soit à votre guise pour témoigner vous-même autour de ces thèmes de l'alliance du féminin et du masculin, ou alors pour poser une question. Voilà, ça sera vraiment de l'ordre de votre choix. Voilà. Nous terminerons à 10h30. Il y aura un petit temps de conclusion, une dizaine de minutes avant. Voilà. Donc Hélène, je me retourne vers vous maintenant. Vous êtes donc mon invité du jour. Et bien sûr, je me réjouis de vous accueillir. Vous êtes une de mes anciennes clientes, je peux dire ça, c'est Oui, on peut le légalement dire. exact. Oui, Et j'ai eu la chance de vous accompagner il y a déjà un petit moment avec oui. votre associé et complice et cofondateur et co-dirigeant de la société Sarenza il y a déjà pas mal de temps. Voilà. Hmm. Je vous laisse la parole. S'il y a quoi que ce soit que vous avez envie de dire maintenant, vous êtes la bienvenue. Mais effectivement, ce serait peut-être bien que vous commenciez aussi à vous présenter et peut-être à nous raconter un peu votre parcours professionnel jusqu'à aujourd'hui. Bon, bonjour à toutes. Fabrice, à part vous, il n'y a que des femmes. Oui, 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 là, oui, il y a eu des hommes qui sont inscrits, mais malheureusement tardivement, et des femmes avaient déjà pris toute la place. Donc, ça sera pour une d'accord. Hmm.
Bien, alors, et donc effectivement, on a été accompagné par Fabrice il y a quelques années chez Sarenza au niveau du comité de direction et il avait fait changer des choses, il avait transformé des choses, donc je l'en remercie. Euh, alors moi, ma carrière, parce qu'on va parler de ça, mais essentiellement, on va dire, puisqu'on parle d'environnement professionnel. J'ai fait une école de commerce, j'ai démarré une carrière classique en entreprise, d'abord chez Arthur Andersen, puis dans le groupe Pierre et Vacances, où j'ai passé 10 ans à différents postes financiers pour être finalement directrice financière du groupe, et puis m'apercevoir que j'étais pas du tout heureuse dans ce poste et dans ce rôle. Et j'ai décidé de tout changer et de chercher un projet d'entreprise. Donc ça, c'était il y a 21 ans. Quand je me suis retrouvée chez moi, mes amis qui montaient des entreprises m'ont proposé de les aider au niveau, m'ont demandé, ils m'ont pas proposé, ils m'ont demandé de les aider au niveau financier, parce que souvent les entrepreneurs ne sont pas des financiers. Et donc j'ai été consultante, on va dire, pendant un certain temps dans différents secteurs d'activité en me demandant à chaque fois si j'avais envie finalement de m'associer avec eux, de rester dans ce secteur-là ou pas. Et je me suis finalement associée avec une amie styliste pour développer une marque de prêt-à-porter. On y a passé 3 ans et puis c'était difficile à deux titres, financièrement d'abord, et puis moi, j'avais 4 enfants et donc nécessité de gagner ma vie. Et donc, du coup, j'ai décidé d'arrêter de chercher un job plus classique. Parce que voilà, j'ai recherché à nouveau un job de salarié. Et là, j'ai un vieil ami, Stéphane Trépos, qui m'a proposé de m'associer avec lui pour développer Sarenza. Non, pas pour développer Sarenza, pour regarder Sarenza à l'époque, puisque Sarenza était dans une situation financière extrêmement difficile. Les financiers avaient décidé d'arrêter. Et donc, l'idée, c'était de voir si on pouvait redresser Sarenza. Et puis, j'ai regardé, et puis on a soumis aux financiers un plan de redressement qu'ils ont accepté. On a repris la direction de Sarenza. Ça a été une période un peu agitée parce qu'il y a eu beaucoup d'allers-retours. On s'est retrouvé en procédure d'alerte parce que les financiers ont dit c'est trop risqué, on ne peut pas faire. Donc, c'était début 2007, hein, tout ça. Et puis finalement, on a réussi à nouveau à avoir de l'argent et puis on a redressé et puis on a développé et on est passé d'une société qui faisait 25 personnes à environ 400. Et puis on est redescendu à 300 parce qu'il y a eu d'autres difficultés financières. Donc ça a été 12 ans d'une aventure à la fois magnifique et puis parfois ou souvent tendue par des crises successives. Et finalement, Sarenza a été racheté par le groupe Monoprix et je suis restée un an pour accompagner la transition, comme on dit. Et il y a maintenant presque 2 ans, j'ai redémarré une nouvelle vie professionnelle avec d'abord 3 mois de formation au code. J'ai appris à programmer. C'était une sorte de transition entre ma vie entrepreneuriale d'avant et ma vie entrepreneuriale d'après. Et puis, j'ai relancé depuis une première société qui s'appelle Fab Workplace, qui s'occupe des locaux des PME. L'objectif, c'est de libérer les équipes de direction des tracas liés aux locaux et puis de créer un environnement de travail favorable pour les équipes, parce qu'au fond, ce qui m'intéresse, c'est les équipes et le développement de l'intelligence collective. Et donc, je suis heureuse d'y contribuer, j'espère, pour plein de PME à l'avenir. Voilà, ça a été lancé en 2020 avec ma première salariée en mars 2020. Autant dire que l'année 2020 n'a pas été simple, parce que ça ne vous a pas échappé que les locaux des entreprises ont été fermés globalement assez longtemps en 2020. Et j'en ai lancé une autre en décembre, hein, qui s'appelle Edukawa,
et qui est une plateforme d'accompagnement à l'aide scolaire pour les seniors. Donc, rien à voir à nouveau. Mais c'est une nouvelle vie professionnelle et donc, je m'autorise beaucoup de choses. Voilà. Et par ailleurs, parce que c'est une composante personnelle extrêmement importante, j'ai 4 enfants de 28 à 18 ans. Et c'est une autre fierté. Et je pense que avoir fait grandir 4 enfants, c'est aussi une fierté importante dans une vie. C'est probablement la plus importante d'ailleurs. Et c'est important d'en parler parce que c'est quelque chose qui, encore aujourd'hui, distingue bien souvent le masculin et le féminin. C'est que la première des fiertés reste le développement d'une vie plus proche, on va dire, de la vie des autres quand on est une femme que quand on est un homme. On a discuté de ça ensemble. J'étais très intéressé de connaître un peu votre expérience. Hum. Comment vous avez réussi justement à mener de front. Je crois que vous en aviez parlé, vous avez notamment à l'occasion d'une interview que j'avais vue, vous aviez mené de front justement cette vie à la fois de mère, de femme, d'épouse bien sûr, et aussi de dirigeante et d'entrepreneuse. Et justement, ça m'inspirait cette question, comment avez-vous vécu, Hélène, votre identité de femme aux différents moments de ce parcours que vous nous avez décrit, et en particulier dans vos responsabilités de dirigeante? Hum. Euh, Alors, moi, quand Fabrice, je précise pour tout le monde, quand Fabrice m'a demandé d'intervenir, j'ai commencé par refuser en disant que c'était beaucoup trop casse-gueule, hein, parce qu'on allait aller vers les stéréotypes masculins et féminins à tout moment, et que comme une grande partie de mon combat pour l'égalité professionnelle, c'est la lutte contre les stéréotypes, je sais. D'accord? Que tout ce que je dis à chaque fois, il faut que je fasse très très attention et je ne dis pas que je ne vais pas basculer de temps à autre dans le stéréotype. Donc je veux bien que vous leviez la main pour dire ah attention là, on est dans le stéréotype et donc il faut faire attention de ne pas basculer. Euh, et moi, la première chose que j'ai dit, c'est que je ne sais pas ce que c'est qu'une identité de femme, hein, au fond. Euh, euh, et est-ce que, enfin, je me suis jamais posé la question comme ça, hein. Surtout dans une vie professionnelle. Pour moi, une vie professionnelle, c'est avant tout une vie où on est là pour travailler sur ses compétences et sur le développement de ses compétences, de ses talents. Et d'ailleurs, quand on parlait chez Sarenza de recrutement et puis d'égalité, de non-discrimination, etc., on insistait en permanence sur le fait que on recrutait des talents et non pas des personnes genrées, en fait. Peu importe qu'on soit un homme ou une femme, pour moi, dans le milieu professionnel, ce qui compte, c'est la compétence et rien d'autre. Et donc, du coup, en réalité, moi, je ne me suis jamais posé de questions en tant que, enfin, je dirais que, en tant qu'identité de femme, voilà, sur mon identité de femme dans le milieu professionnel. En revanche, j'y ai été renvoyée à un certain nombre de reprises. Et du coup, bon, en réfléchissant au sujet, hein, c'est vrai que quand j'ai démarré ma vie professionnelle chez Arthur Andersen, donc, on démarre par une formation d'un mois, fantastique, et c'était génial. Et puis après, c'est donc un métier où on est consultant et il y a un staffing. Donc, on est assez nombreux dans voilà, les petits jeunes qui débarquent, hein, et puis on est affecté à des missions. Et moi, j'étais affectée à une mission très rapidement en arrivant de formation, enfin, dès le démarrage. Et puis j'ai eu la surprise de découvrir qu'on m'avait retiré de la mission. Et le motif, c'était que c'était trop dur pour une femme. Alors là, voilà, c'était le début dans ma vie professionnelle. J'ai été déstaffée parce que c'était trop dur pour une femme. C'était une entreprise industrielle à Marseille, je crois. Euh, euh, Ça interroge, hein, surtout qu'après, j'ai passé 6 semaines à attendre ma première mission.
Euh, Bon, c'était une entreprise où pourtant les femmes et les hommes étaient traités en apparence à peu près de la même façon. Mais c'est vrai que bah, c'est la première fois que j'ai été renvoyée à ça. Après, j'ai quand même vécu pendant jusqu'à 30 ans en ma vie professionnelle en essayant de faire oublier que j'étais une femme. Et c'était, enfin, ce qu'il y a d'intéressant, c'est que j'ai ressenti la nécessité de le faire oublier. Et c'est-à-dire que je n'ai jamais porté une jupe au-dessus du genou avant d'avoir 30 ans. Je portais en général des vêtements, alors c'était la mode aussi, hein, je portais des vêtements amples, jamais de décolleté. Je me souviens d'avoir eu une veste de costume d'homme, de m'attacher les cheveux et d'être surtout, enfin, désexualisée, on va dire, dans la vie professionnelle, de façon à ne pas être regardée comme une belle plante. Parce que, bon, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis blonde et je mesure 1,78 m. Donc, autant dire que c'est pour être, quand vous avez 25 ans, que vous êtes une grande blonde, c'est pas évident dans un milieu financier d'être prise, enfin, de ne pas être regardée comme une jeune femme. Voilà. Et l'objectif, c'est qu'on regarde mes compétences et non pas le fait que je sois une jeune femme. Voilà. Après, quand j'étais chez Pierre et Vacances, j'ai quand même. Finalement, vous savez, il y a des choses, on se dit, bon, peu importe, et puis on garde les phrases euh, euh, 20 ans, 30 ans après. Il y a le PDG qui a expliqué dans mon discours de départ que je lui avais fait 2 enfants dans le dos. Ou quelque chose comme ça. Enfin, les 2 enfants dans le dos, oui, j'avais fait 2 enfants dans le dos. C'était pas très élégant, en fait. Euh, et donc ça a été effectivement la maternité, c'est quelque chose qui ramène bien à la condition de femme dans le milieu professionnel et la difficulté de concilier cet arrêt maternité avec la vie professionnelle parce que vous quittez votre projet, votre entreprise, vos équipes pendant quelques mois et c'est quelques mois qui sont formidables mais pas faciles à vivre, que ce soit d'un côté ou de l'autre. Alors, j'aimerais qu'on aborde aussi ce sujet-là sous l'angle des mots qu'on a employés volontairement, Patricia et moi, en qualifiant ça de féminin et masculin et non pas de femme et d'homme. Et Oui. donc, j'aimerais savoir comment vous, vous entendez cette expression qu'on a utilisée pour décrire notre projet et aussi ce webinaire. Comment vous, Hélène, vous entendez cette expression alliance féminin-masculin? Sachant que, encore une fois, notamment par rapport à votre préoccupation sur les stéréotypes, Oui. comme je l'ai précisé, aussi bien dans le cadre de ce groupe d'expérimentation que l'on crée avec Patricia que le processus qu'on vise d'implémenter dans les entreprises. L'idée n'est pas de rentrer dans un chemin spécifiquement de compréhension qui peut-être mènerait à une forme de définition des termes, mais plutôt ce que nous on appelle un chemin de conscience, c'est-à-dire faire l'expérience de ce qui en nous fait féminin ou fait masculin, avec une certaine subjectivité. Ce qui fait féminin pour une personne n'est probablement pas forcément ce qui fait féminin pour une autre personne. Donc du coup, ce que nous, on vise, c'est ça, c'est d'arriver à développer davantage de conscience sur ces dynamiques à la fois intérieures, en chacun de nous, mais aussi dans la relation avec les autres, et en particulier dans la relation de collaboration au sein des entreprises. Voilà. Ça, c'est juste un petit préalable pour expliquer ce que nous, derrière ces mots-là, on mettait, Patricia et moi. Voilà. Mais vous, Hélène, comment vous vous entendez ça? Justement, l'idée, c'est pas notre définition qui prévaut, mais c'est simplement comment chacun de nous l'entend et le vit. Mm. Alors, voilà, comment vous vivez, comment vous entendez cette expression alliance féminin-masculin? Alors, je me suis demandé si je l'entendais comme une alliance entre une part féminine et une part masculine que je pourrais porter, mais comme
c'est finalement un sujet sur lequel j'ai toujours plus ou moins refusé de m'interroger, puisque j'ai considéré que je voulais, en tout cas dans la vie professionnelle, euh, euh, ne pas parler de manière genrée. Je trouve que c'est assez complexe, enfin pour moi qui ai toujours fonctionné sur une vision qui est une vision on va dire, soit dégenrée, soit désexualisée du monde professionnel. Je trouve ça, oui, c'est pas, je trouve pas ça évident en fait, de trouver si c'est quelque chose, donc une alliance féminin-masculin en soi, ou au sein de l'entreprise, finalement, entre les hommes et les femmes, ou entre des comportements, on va dire, stéréotypés masculins et des comportements stéréotypés féminins. Donc, je dirais que moi, comment je le comprends, euh, déjà me concernant, j'ai du mal à, je suis absolument incapable je dirais, de démêler ce qu'il pourrait y avoir en part masculine et en part féminine me concernant. Et donc, du coup, je suis pas, enfin, voilà, je suis pas capable d'en parler. Je sais que très souvent, on considère que l'autorité est plutôt côté masculin et la douceur, la compréhension côté féminin. Euh, je me souviens que ma mère m'a expliqué que j'avais été nommée Hélène parce qu'elle avait elle-même une tante extrêmement douce qui s'appelait Hélène et je me suis toujours dit, oh, c'est complètement raté me concernant euh, parce que je suis plutôt dans l'autorité que dans la douceur. Mais donc du coup, me concernant, j'ai du mal. Alors après, dans, euh, dans l'équilibre au sein des entreprises, moi, je considère qu'on a énormément besoin de diversité et d'équilibre au sein des organisations pour tirer le meilleur profit de l'intelligence collective. L'intelligence collective se nourrit de regards et d'approches différentes et de contradictions saines. Et donc, pour moi, l'alliance féminin-masculin, c'est l'alliance entre des regards qui sont différents et complémentaires, hein, et très intéressants à considérer en tant que tels et, et à écouter de la même façon. Et une des difficultés qu'on trouve en entreprise, c'est que les hommes et les femmes ont été éduqués de manière assez différente encore aujourd'hui. Et donc, du coup, il y a un stéréotype qui se retrouve d'expression du pouvoir masculin très verticalisé et avec une prise de parole en général plus forte, plus agressive que chez les femmes. Et donc, du coup, l'équilibre ou l'alliance féminin-masculin en entreprise consiste le plus souvent à redonner de la force d'expression et du pouvoir aux femmes et du coup, en enlever aux hommes. Enfin, c'est comme ça que ça s'exprime parce que enfin, moi, je crois absolument à l'équilibre et à la diversité. Et l'éducation fait que vous avez une... Enfin, la masculinité s'exprime plus fortement que la féminité. Donc, du coup, euh, quand on veut les équilibrer, eh bien, il faut pousser le féminin. Du coup, c'est une question que j'avais envie de vous poser quand on a préparé ce webinaire ensemble. Ouais. En fait, j'aimerais vous demander quels conseils vous donneriez spontanément Hum. à la fois à un homme dirigeant Oui. au service justement de développer davantage d'alliances ou d'équilibre féminin-masculin au sein de son entreprise, mais aussi un conseil que vous donneriez à une femme
dirigeantes, aussi pour contribuer davantage à cet équilibre féminin-masculin au sein de l'entreprise? Alors, déjà, je donnerai aux deux le, je donnerai aux deux, les deux ont besoin des mêmes conseils sur un certain nombre de sujets. Euh, la première chose, c'est les stéréotypes. J'y reviens tout le temps, hein, mais pour moi, c'est complètement essentiel. En fait, il faut comprendre, il faut prendre conscience des stéréotypes. Et on a été tellement biberonné, envahi culturellement par un certain nombre de stéréotypes que cette prise de conscience, même si vous pensez que vous savez déjà plein de choses sur les sujets, eh ben, il faut la retravailler en permanence. Donc, déjà, bien comprendre les stéréotypes, se former, et puis se former soi-même, évidemment, et puis former les équipes à cette prise de conscience qui va aider énormément à l'équilibre ensuite. Euh, alors, la deuxième chose absolument indispensable, me semble-t-il, c'est l'exemplarité du dirigeant quand il s'agit à la fois de, alors là, en l'occurrence, sur ce sujet en particulier, hein, de diversité, de non-discrimination, et j'ajoute autre chose, de non-sexualisation des rapports en entreprise. Ça me paraît extrêmement important pour permettre enfin, si les dirigeants sexualisent les rapports entre les personnes, eh bien, il y a toute chance pour que l'ensemble des équipes fassent de même. Donc, ça, c'est absolument essentiel. Et de travailler, enfin, troisième chose, travailler sur la sécurité. Parce que, alors ça, c'est quelque chose dont je me suis aperçue vraiment très, très tardivement. Donc, moi, je me dis féministe, ça, je ne l'ai pas dit hein, au démarrage, quand je me suis présentée, mais enfin, ça fait plus de 30 ans, probablement près de 40, que je me dis féministe et que je le vis au quotidien. Du coup, maintenant, j'ai 4 enfants qui se revendiquent féministes, je précise. Donc, enfin, c'est vraiment quelque chose que je vis au quotidien. Et il y a un truc que je n'avais pas capté, alors que je travaille sur l'égalité professionnelle depuis vraiment très longtemps, c'est la nécessaire sécurité sur le lieu de travail. Qu'est-ce que c'est que la sécurité? C'est se sentir dans un environnement sécurisé où on peut se permettre d'être soi-même, où on peut se permettre de parler de ses faiblesses et où on ne craint pas l'agression. Et cette agression, elle peut être d'ordre, enfin, elle peut être de tous ordres, hein, mais se sentir sécurisé. Alors, j'ai deux exemples hein, qui m'ont fait prendre conscience de ça. D'abord, des jeunes étudiantes hein, qui ont fait appel à moi parce que dans le cadre de leurs études, elles se sentaient agressées par des propos sexuels et des actes sexistes. Voilà. Et du coup, alors ça arrive, ok, et notamment dans les soirées alcoolisées, etc. Mais ce qui était extrêmement frappant, c'est que cet ensemble de micro-agressions, parfois agressions plus graves, hein, mais un ensemble de micro-agressions crée un environnement qui fait qu'on ne se sent pas à sa place et on ne se sent pas légitime. Et je me suis dit, comment voulez-vous que des jeunes femmes qui, pendant la durée de leurs études, ne se sentent pas à leur place et ne se sentent pas légitimes, ensuite puissent, dans le cadre de leur carrière et de leur entreprise, où elles vont retrouver ces micro-agressions, comment voulez-vous qu'elles puissent faire carrière, en fait, et viser et casser ce fameux plafond de verre si elles ne se sentent pas légitimes? Le syndrome de l'imposteur, eh ben, il naît
il naît notamment de ces micro-agressions. Et donc ça, c'est quelque chose qui me paraît extrêmement important de travailler et qui n'est pas suffisamment souligné de mon point de vue. Et ça, qu'on soit homme ou femme, on peut travailler là-dessus. Et alors, j'ai une jeune femme avec laquelle j'ai discuté il y a peu de temps qui a complètement corroboré ça en m'expliquant que donc elle a travaillé en banque d'affaires, d'abord en France et puis chez les Anglo-Saxons. Et chez les Anglo-Saxons, vous savez que tout ce qui est relation femme-homme est extrêmement codifié, avec des interdits super forts. Hein. On ne monte pas dans un ascenseur, un homme et une femme ne montent pas ensemble dans un ascenseur, n'ont pas une réunion dans un bureau fermé, mais porte ouverte, dans un bureau vitré, enfin, des choses comme ça. Et alors, elle m'a expliqué que, eh bien, en fait, ça l'avait sécurisé et ça l'avait autorisé à se former sur des sujets et, sur lesquels elle n'aurait pas osé le faire sinon. Et j'ai trouvé ça très intéressant aussi, de finalement se sentir légitime à aller plus loin parce qu'on était dans un environnement sécurisé. Donc ça, c'est vrai pour les femmes qui subissent plus d'agressions que les hommes, mais c'est vrai aussi pour plein d'hommes. Hein. On n'est pas l'environnement sécurisé vraiment est vraiment très très important. Alors voilà, maintenant il faut que je trouve des conseils différents pour les hommes et les femmes en tant que dirigeant. Alors, alors j'en trouve un pour les femmes, Fabrice, pour commencer. Fabrice trouve que je parle trop des femmes et pas assez des hommes. Voilà, je te dis ça pour. Les femmes, je les encourage à se former à la prise de parole. C'est vrai pour. Alors là aussi, c'est généralisé, c'est lié à l'éducation. Les femmes, globalement, prennent moins la parole. Statistiquement, dans n'importe quelle assemblée mixte, regardez le pourcentage de femmes qui posent des questions en fin de conférence et le pourcentage d'hommes qui le fait, vous verrez, c'est jamais représentatif de ce qui se passe dans l'assemblée. Du genre de l'Assemblée, quand vous avez un groupe de travail qui est mixte en général, à la fin, ben, le rapporteur, c'est un homme, etc. Donc ça, c'est quelque chose qui est très présent. Alors, on a beaucoup travaillé chez Sarenza. Et par ailleurs, les femmes, quand elles prennent la parole, le plus souvent, et plus souvent que les hommes, un défaut de minorateur de langage qui est absolument saisissant. Elles commencent, elles utilisent des adverbes du genre plutôt, quand même, etc. Le conditionnel, petit, juste pour vous dire, voilà, c'est des caractéristiques sémantiques qu'on retrouve beaucoup plus chez les femmes que chez les hommes. Et donc, il faut apprendre à reprendre la parole qu'on n'a pas eue pendant, parce que le sois belle et tais-toi, qui n'a pas forcément été formalisé de cette manière-là, eh bien, il a néanmoins été culturellement extrêmement fort. Et tiens-toi bien et tais-toi. Et les garçons n'ont pas été élevés de la même manière. Et donc, du coup, il faut corriger ça, il faut déconstruire et corriger en apprenant, en réapprenant la prise de parole. Voilà, ça c'est pour les femmes, mais peut-être que pour les hommes, à l'inverse, réapprendre à écouter et à ressentir les signaux faibles, parce que euh, quand on est trop dans la prise de parole soi-même, on a en général moins d'écoute et moins de capacité à comprendre les signaux faibles. Il y a un thème dont vous m'avez parlé, à la fois dans l'esprit du féminin et du masculin, mais aussi dans un angle femme et homme. C'est, si je me souviens bien, On va voir. l'idée que vous trouviez, et notamment vous aviez des exemples de femmes dirigeantes dans le monde actuel, qui, notamment en rapport à la crise que nous vivons en ce moment, avaient montré de meilleures capacités à la gérer, et notamment
en développant davantage justement de cette collaboration. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous pourriez nous dire là-dessus aussi, un peu en lien avec ce Oui, conseil, et valable aussi du coup pour les hommes dirigeants qui pourraient s'inspirer des femmes dirigeantes? oui. Alors, en fait, le, le- le management, enfin, le management, finalement, pour mon impression aujourd'hui, alors moi, je suis chef d'entreprise, je suis entrepreneur, et je ne suis pas chercheuse et je j'ai pas assez de temps. Moi, je suis plus dans le terrain, hein, pas dans la conceptualisation. J'aime bien les concepts, mais donc, ce que je veux dire, c'est que c'est ce que je ressens. J'ai pas travaillé forcément euh, j'ai pas forcément fait de recherche sur ces concepts-là. Mais pour moi, le management, finalement, au XXe siècle, a énormément suivi l'organisation de la société très verticale, très patriarcale, voilà, et avec un chef puissant et protecteur qui détient la vérité, on va dire, détient la vérité, la vision, l'autorité et a droit de vie ou de mort sur ce qui se passe en dessous de lui. Et le management a quand même, enfin, a vécu au XXe siècle de cette façon-là. Le XXIe devient différent et probablement, alors est-ce que c'est, euh, enfin, pour moi, ça vient de plusieurs phénomènes conjoints, hein. D'abord, le fait qu'il y ait plus de femmes qui, effectivement prennent des responsabilités. Et les femmes, elles n'ont pas appris le pouvoir via la domination, mais le pouvoir via... Parce que enfin, physiquement et puis dans leur culture et la façon dont elles ont appris le pouvoir de façon très différente souvent et beaucoup plus de coopération, beaucoup plus de collaboration et d'équipe dans la façon d'exercer le pouvoir. Et, euh, euh, et donc, le fait que vous ayez le pouvoir féminin s'exerce du coup de manière différente et ça va avec plusieurs autres choses. D'abord, Internet, hein, qui est un réseau. Et donc, quand vous digitalisez une société, eh bien, en fait, vous avez pour le meilleur et pour le pire, hein, parce que le pire, c'est aussi ce qu'on voit sur Twitter depuis quelques années, euh, euh, vous avez une société qui est bien plus transversale que verticale. Et donc ça, c'est le phénomène du réseau. Et puis, vous avez un autre phénomène euh, qui est que le monde est devenu, enfin, change à toute vitesse avec une très, très grande complexité, si bien qu'il est un individu seul ne peut plus détenir la vérité et donc a besoin de s'appuyer sur une équipe et donc de travailler en collaboration. L'individu seul qui sait tout aujourd'hui, enfin qui peut tout savoir dans un monde où il y a tellement de connaissances, où tout bouge à une telle vitesse, où les informations sont tellement multiples, les sources d'informations tellement multiples. Enfin, pour moi, c'est complètement impossible. Et donc, du coup, vous avez une nécessaire collaboration qui se met en place. Et ça, quand on cumule un peu ces trois phénomènes, eh ben, on assiste à un exercice du pouvoir qui est différent et qui évolue vers plus de féminin de mon point de vue. Merci Hélène. Je vous propose, si ça vous convient, de passer à cette deuxième partie que j'ai évoquée au tout début de ce webinaire, la partie où vous qui êtes inscrite avez l'occasion, si vous le souhaitez, de témoigner aussi sur ce sujet-là ou de poser une question. Mon idée, c'est effectivement de vous laisser pour l'instant libre
d'exprimer ce que vous souhaitez. Et puis, je serais curieux après de vous demander à vous, Hélène, mais dans un deuxième temps peut-être, si vous avez des questions à poser à ces participantes, si vous avez envie de les entendre sur un aspect particulier du thème ou pas. Voilà. Donc, pour l'instant, on va faire quelque chose de non directif. Vous avez compris un peu l'esprit de ce webinaire et aussi de notre proposition de projet avec Patricia. C'est effectivement pas du tout quelque chose de conceptuel. On ne veut pas rentrer dans quelque chose d'intellectuel, mais vraiment quelque chose de très expérientiel. Donc, que ce soit vos questions ou votre témoignage, je vous invite vraiment à faire en sorte que voilà, vous puissiez dire simplement comment vous vivez les choses. Il n'y a rien à justifier, c'est juste votre subjectivité, elle est vraiment bienvenue. Voilà. Donc, si l'une d'entre vous souhaite s'exprimer, on peut faire ça très simplement. Vous tendez la main, voilà, et vous signifiez que vous voulez parler, et à ce moment-là, je vous invite et vous désactivez votre micro et vous pouvez commencer à vous exprimer. Allez, la palette dans votre camp. Alors, Isabelle, allez-y. Bonjour Hélène, mon micro ne marchait pas tout à l'heure. Voilà, je ne vous entendais pas, mais bon, j'ai compris. Tout le monde entend Isabelle? Pardon? Voilà, maintenant je vous entends bien. J'espère que vous m'entendez bien. Donc, je suis ravie de vous retrouver, Hélène. Donc, j'ai un peu changé de casquette depuis les dernières fois qu'on s'est croisés. Et je vais parler aujourd'hui au titre de ma fonction, entre guillemets, d'ambassadrice des clubs d'affaires protéines au féminin. Sachant que par ailleurs, j'ai une autre fonction au sein des clubs d'affaires protéines, puisque je suis aussi déléguée départementale. Donc, j'anime personnellement un club mixte, mais ça ne m'empêche pas effectivement d'être par ailleurs ambassadrice nationale des clubs d'affaires protéines au féminin. Je voulais juste faire une remarque parce que au bout de 2 ans d'exercice de ce rôle, de cette mission d'ambassadrice, on s'est rendu compte quand même qu'il y avait quelques différences entre justement la façon dont les femmes entrepreneurs qui font partie des clubs d'affaires au féminin ressentaient la nécessité de se retrouver dans un collectif d'entrepreneurs exclusivement féminins par rapport au club mixte, où la finalité n'était pas exactement la même. Marianne, qui est dans la même organisation que moi, pourra confirmer. Donc, les femmes, en fait, ces clubs sont constitués d'entrepreneurs qui ont l'exclusivité dans leur métier et sont basés sur le partage de recommandations pour optimiser finalement le développement commercial de leur entreprise. Façon BNI. Oui, c'est ça, mais avec un peu plus de… Enfin, si, ça fait rire Marianne, mais avec un peu plus d'humanité, on va dire, dans le concept, puisqu'on se réunit pas le matin de bonne heure, mais à l'heure du déjeuner, et effectivement, en temps normal, hors crise sanitaire, avec dans la foulée un moment de convivialité autour d'un déjeuner, où circulent des informations aussi intéressantes que pendant la réunion, à mon sens. Voilà. Donc la base quand même de club d'affaires protéines par rapport au business club comme BNI, c'est plus d'humanité, on va dire, plus d'humanité dans le business. Voilà. Marianne, tu peux intervenir quand tu veux. Et donc… Oui, j'interviens, Isabelle. Parce que c'est pas la différence, c'est aussi que BNI est très centré sur des présentations, alors que nous, on travaille, et Fabrice en est témoin, on travaille sur des thèmes et des sujets qui sont ou proposés par l'animateur ou proposés par les membres. Est-ce que Protéines aurait plus de féminin que BNI? Oui. Moi, j'en suis convaincue. Oui, tout à fait. Donc, pour en revenir donc à l'appréciation, en fait, ce que je voulais, c'est faire un comparatif entre ce qui se passait dans les clubs exclusivement féminins et les clubs mixtes. Oui, super. Parce que ça, c'est intéressant. Et effectivement, j'ai l'impression, peut-être modulo le club de Marianne, qui est peut-être un peu plus féminin parmi les clubs mixtes que d'autres, il y a une vraie nécessité de passer par la case j'affirme mon leadership à travers du développement personnel pour mieux faire du business chez les femmes
et du coup, ça implique effectivement un certain nombre d'activités sur, comme vous disiez tout à l'heure, Hélène, améliorer sa prise de parole, être plus visible, etc., pour casser justement l'éducation qu'on a reçue, ou en tout cas, même encore chez les très jeunes femmes, ça se ressent. Donc, c'est pas que de l'éducation, mais c'est l'histoire, c'est la culture, c'est le poids en fait de la culture voilà qui demeure, hein, même si effectivement dans les jeunes générations, il y a plus, il y a peut-être moins cette contrainte, hein, de devoir être belle et de se taire. Mais en tout cas, voilà, dans les clubs féminins, il y a cette vraiment nécessité de passer par cette case, d'être bien aligné, d'être capable de prendre la parole, de pouvoir s'affirmer, de dépasser le syndrome de l'imposteur pour bien pouvoir faire du business ensemble. Voilà. Mm. Marianne, si tu veux intervenir, n'hésite absolument pas. Moi, je le ressens très, très fort en tout cas. J'anime donc un club mixte et c'est absolument pas comme ça. C'est-à-dire que, bien sûr, on est dans l'humanité, il y a des relations qui sont vraiment... il n'y a pas de différence entre les hommes et les femmes, mais on est dans le business, plus le business pour du business et d'entrée de jeu, sans avoir nécessairement besoin de faire un tour de chauffe pour savoir comment on va, etc. etc. Enfin, on le fait, mais sans s'apesantir. On passe tout de suite à des sujets business. Alors que dans les clubs féminins, il y a quand même cette nécessité d'en passer par un certain nombre de phases avant de pouvoir se sentir plus légitime à faire du business ensemble. Voilà. C'est juste une observation que j'avais envie de faire et je pense que ça va tout à fait dans le sens Ouais. de l'atelier. Mais ça m'a donné du coup un conseil supplémentaire pour les hommes, Fabrice. Ça va vous faire plaisir? Ouais, très bien. Moi, je pense que les hommes ont beaucoup à apprendre de vous, Hélène. Donc, Oui, j'en suis sûre. vous parler. J'en suis sûre aussi, mais c'est vrai que j'ai une déformation qui consiste à plus s'occuper de plus pousser des femmes que pousser des hommes. Par rapport à ce qu'Isabelle vient de dire sur la nécessité de développement personnel, enfin les femmes qui ressentent la nécessité de développement personnel et qui commencent par ça, en fait, les hommes ne ressentent pas cette nécessité, mais devraient la ressentir. Et en fait, il y a quelque chose d'extrêmement important, de mon point de vue, c'est d'amener les hommes à se poser plus de questions sur eux-mêmes et sur leur développement personnel, parce que dans une société qui bouge à cette vitesse, ils ont besoin d'évoluer aussi et ils sont moins préparés parce qu'ils ont eu trop l'habitude d'avoir raison. Et donc, il faut les aider à se préparer, à bouger. En fait, je vais dire un truc un peu curieux, hein, mais il y a quelques années, je me suis dit, mais à la vitesse où bougent les femmes, regardez ce qui se passe chez les jeunes et le niveau d'études des jeunes, en fait. L'écart entre les femmes et les hommes, hein, se creuse. C'est-à-dire que les femmes sont de plus en plus diplômées et les hommes de moins en moins. Enfin, c'est vraiment... et ça devient extrêmement flagrant. Alors, vous avez toujours un phénomène qui fait que les jeunes filles sont écartées des sciences. Et donc, du coup, les garçons sur les sciences dures conservent une forme de pouvoir, mais c'est de moins en moins vrai et ça le sera de moins en moins. Et en fait, si les hommes n'évoluent pas, ils vont perdre trop de pouvoir. Alors, aujourd'hui, on en est loin, j'en suis bien consciente, hein, mais l'objectif, c'est l'équilibre. Et pour cet équilibre, hein, il faut qu'ils apprennent à évoluer. Voilà. Marianne. Marianne. Vas-y, Marianne. J'avais deux choses à dire. La première, par rapport à ce qui vient d'être dit,
je suis pas d'accord que les femmes sont écartées des sciences, ces jeunes femmes. Elles ne sont pas attirées par les sciences, surtout. On voit bien dans les écoles d'ingénieurs, dans les grandes écoles, il y a en général 20% d'étudiantes qui y entrent. Et quand on demande à toutes celles qui étaient en prépa pourquoi elles ne sont pas rentrées dans les écoles d'ingénieurs, c'est souvent que bon, ça ne les intéressait pas franchement. Alors peut-être qu'il y a dans ces prépas un aspect concurrentiel. Je pense que la concurrence ce n'est pas forcément une donnée féminine. Et on sait que la vie dans les prépas est extrêmement difficile. Quand on prend Ginette ou je ne sais pas quoi, c'est... voilà. Et les femmes, ou alors les femmes n'ont pas été préparées pendant leur enfance à ça, mais cette concurrence brute ou brutale ne leur convient pas. Et la deuxième chose que je voulais dire, c'est par rapport à ce qu'a dit Isabelle, puisque moi, j'ai la chance d'animer un club mixte, un club et un club au féminin, et de participer à d'autres clubs. Ce qui m'a frappé entre les clubs mixtes et les clubs au féminin, c'est que dans le club au féminin, il y a une confiance immédiate. Alors peut-être que c'est pareil entre les hommes, mais je ne crois pas, parce que j'ai l'impression qu'entre les hommes, il y a souvent un peu d'une rivalité. On se jauge, on se juge avant d'accorder sa confiance. Alors que dans les clubs, enfin dans le club au féminin que j'anime, la confiance est immédiate. On est entre femmes, donc on est confiante. Alors que dans le club mixte, il faut un temps quand même pour accorder sa confiance et on s'observe d'abord. Voilà. J'aimerais intervenir à ce stade-là. Peut-être essayer de, si vous permettez, vous m'autorisez. Ah oui, allez, un petit peu. Pas longtemps, ça sera bref. J'aimerais essayer, en tout cas, tenter de faire légèrement évoluer nos échanges et vos témoignages, justement autour de cette dimension du féminin et du masculin, un peu moins homme-femme. Et en fait, une des choses qui m'habite dans ma contribution aux réseaux sociaux autour de ce thème de transformer les hommes, les organisations, le monde autour de soi, au fond, je dis que ce que j'essaye de faire, c'est de susciter chez mes lecteurs ou mes auditeurs davantage de motivation pour à la fois faire cette transformation d'abord en eux-mêmes et aussi de s'engager dans des actions de service. Et ce qui est le plus fort et le plus naturel pour moi, c'est cette dimension de transformation en soi. Et donc, ce que je veux dire par là, c'est que j'aimerais, si vous vouliez bien, que vous puissiez témoigner aussi en rapport à cette dimension du féminin et du masculin en vous. Pas simplement homme-femme, mais comment cette dynamique intérieure du féminin et du masculin, quel que soit le sens que vous donnez à ces deux mots, féminin et masculin, comment vous le vivez, vous, voilà. Et comment ça fonctionne, cet équilibre ou cette alliance entre le féminin et le masculin en vous? Moi, je trouve que c'est une question super dure, hein, mais je trouve que j'aimerais bien vous entendre, parce que ça suppose quand même d'avoir défini un peu ce que c'est le féminin ou le masculin en nous. Et voilà, est-ce que le féminin est plus proche du vivant et donc des sciences de la vie, pour revenir à ce que disait Marianne juste avant, où les femmes vont un peu vers les sciences dures, parce que comme elles donnent la vie, elles sont plus proches des sciences de la vie. J'en sais rien, parce que j'ai du mal à savoir si c'est culturel ou si c'est lié à une plus grande sagesse. Voilà, moi, j'ai l'impression que les femmes ont une plus grande sagesse parce qu'elles sont plus proches de la vie. Et donc c'est que le côté féminin s'exprime beaucoup par cette forme de sagesse du vivant. Alors, c'est une façon d'aborder cette question ou ce sujet. Mais il peut y avoir une façon qui est par le ressenti, pas nécessairement par la sollicitation intellectuelle. Qu'est-ce que moi j'appelle ça? Juste par le ressenti. Qu'est-ce qui en moi, quand je fais cette expérience de ma vie intérieure, qu'est-ce qui en moi est associé par le ressenti à du féminin? Qu'est-ce qui en moi
est associé par le ressenti à du masculin. Je n'ai aucune prétention de dire c'est ça le féminin ou c'est ça le masculin. Non, c'est juste dans mon expérience de ma vie intérieure, j'associe le féminin à ça et j'associe le masculin à ça, point. Voilà. Et comment ça fonctionne, comment ça s'articule, comment ça vit ensemble, ces deux dynamiques de ce que je vis comme étant du féminin et de ce que je vis comme étant du masculin. Alors, qui se lance? Et de répondre. Marie-Laure. Donc, déjà, merci Fabrice pour cette invitation et merci beaucoup Hélène pour ce beau témoignage. Je te rejoins beaucoup par rapport à l'histoire de ton prénom pour la douceur. C'est vrai qu'on entend souvent, enfin en tout cas de ma perception, que le féminin est un peu le symbole de cette douceur et puis le masculin un petit peu beaucoup plus en force. Alors, en termes de ressenti, si je dois venir aussi loin que je peux me souvenir dans ma jeunesse, déjà, je ne pouvais pas donner cette conception de féminin ou masculin, mais ce qui était certain, c'est que je n'aimais pas être une femme. Donc, quand je vais expliquer mon témoignage, c'est simplement qu'au départ, je vais associer le féminin à la femme et le masculin à l'homme, bien que ce n'est pas ma définition. Et donc, je ne souhaitais pas être une femme. Je savais pas pourquoi j'étais arrivée sur cette terre en étant une femme. Et j'étais pas très contente. Et donc, dans mon enfance, j'ai eu beaucoup d'amis garçons, en fait. Et je m'entourais que de garçons. Donc, je n'arrivais pas, je pense, à intégrer ma féminité, ou en tout cas, le fait d'être une jeune fille. Et donc, je trouvais ça beaucoup plus intéressant d'être toujours entourée de garçons. Et puis, chemin faisant, à partir d'un certain âge, avec l'adolescence, on s'aperçoit très rapidement que une femme n'est pas comme un homme. Et puis, il y a des distances qui commencent à se creuser en termes relationnels, que les comportements diffèrent. Ensuite, je suis devenue mère. Et là, j'ai beaucoup plus apprécié, évidemment, d'être une femme. J'ai 3 enfants, hein. J'ai une fille et 2 garçons, hein. Et donc ils ont maintenant presque le même âge que les enfants de Hélène, hein. Ils sont entre 23 et 27 ans, hein. Et du coup, c'est là que j'ai pu commencer à apprécier, en étant maman, d'être une femme et d'avoir cet avantage de mettre au monde des enfants, et le fait d'associer la femme ou la féminité à la créativité ou à la création ou à la vie. Et ça, je trouvais ça merveilleux. J'ai essayé de m'intéresser à tout ce qui était opposé, sens, yin, yang, etc. Bon, j'ai rien compris. Donc, je trouve que ce sujet féminin-masculin est une excellente réflexion pour se dire quelle est cette part que ça représente en nous. Donc, aujourd'hui, je ne la sais pas du tout. Tout ce que je sais, que d'un point de vue professionnel, je n'ai jamais cherché à gravir les échelons, ce n'était pas mon objectif. L'objectif d'un travail, c'était essentiellement nourricier, et puis de faire quelque chose qui me plaît, et sans plus, mais sans carrière ou objectif de carrière. Chemin faisant, j'étais plutôt entourée au départ de femmes, au niveau des conditions de travail qui étaient plus dans la recherche. Moi, j'ai une formation scientifique à la base, et parce que j'adorais les maths, la physique, la biologie surtout. Et c'était quelque chose qui me fascinait, contrairement à mes enfants qui sont plus littéraires et artistiques, et d'autres domaines aussi que j'adorais, mais que je me suis pas concentrée parce que ce n'était pas les besoins de l'époque. Et chemin faisant, au niveau scientifique, j'ai rencontré beaucoup plus de femmes que d'hommes, à ma grande surprise. Et puis 10 ans plus tard, j'ai changé de fonction, toujours dans la même entreprise. Au final, je me suis retrouvée dans un monde d'affaires où c'était essentiellement des hommes. Je dirais à 80% d'hommes. Je suis acheteur depuis 16 ans. Et en face, la majorité, à 90%, ce sont des hommes par rapport à des femmes. Et là, j'ai vite compris qu'il y avait encore un monde à part entre la façon de dialoguer entre l'acheteur et le commercial, et aussi l'homme et femme. Et de ce fait, c'était
un nouvel apprentissage pour apprendre comment équilibrer justement cette nouvelle fonction que j'ai acceptée parce que c'était un challenge, mais qui n'était pas un domaine de prédilection pour ma part. C'est pas quelque chose que j'ai affectionné, le domaine commercial, mais j'ai appris à l'apprécier du fait du relationnel, et que finalement, dans ce domaine business qui est plus une forme d'homme, contrairement à l'extérieur où je rencontre beaucoup dans les associations plus de femmes que d'hommes, les responsables d'associations, ça c'est mon expérience, j'ai rencontré beaucoup plus de femmes que d'hommes, mais dans le milieu actif, en entreprise, c'est plus la partie donc masculine qui prédomine. Mais dans le comportement, je dirais que il y a beaucoup de douceur quand même à travers les hommes par rapport aux femmes. Et donc, c'était très pertinent de se dire, finalement, on est un vrai mélange inconsciemment entre cette part féminine et masculine en nous. Probablement que ça doit être un sujet maintenant de pouvoir, un sujet exploratoire qui va nous permettre peut-être de grandir à notre connaissance optimale aujourd'hui, si on y prétend, ou en tout cas si on souhaite se développer avec toute cette richesse que l'on a en nous, de cette part inconnue encore de féminité ou de masculinité. Donc voilà, donc c'est ce que je souhaitais partager, et donc merci beaucoup vraiment pour cette première réunion très intéressante et sur laquelle je pense que je n'aurais jamais étudié dans ma vie, ou exploré en tout cas, pour me demander est-ce qu'il y a une valeur dedans, ou est-ce que, à quoi ça sert. Je suis très, pas impatiente, mais j'apprécie beaucoup de savoir où est-ce que ça va nous mener tout cela. Et dans quel but, surtout. C'est la raison pour laquelle je me suis inscrite, parce que c'était vraiment quelque chose de très innovant, et pourquoi pas. Merci, Marie-Laure. Maria, oui, il me semblait que Maria, tu voulais parler. Bonjour. Bonjour, Oui. Bonjour à tous à nouveau. Moi, j'ai beaucoup cheminé pendant l'intervention d'Hélène, et j'ai continué avec les différents échanges et celui de Marie-Laure, d'Isabelle. Et j'ai cheminé sur ce que j'avais vécu personnellement. Et donc, ce que j'ai vécu, j'ai vraiment eu le sentiment que très jeune, la part de féminin n'était pas très présente chez moi. J'en étais pas consciente. Parce que la maternité a été une vraie ouverture pour moi. Ça a vraiment provoqué comme une opportunité de s'ouvrir à autre chose. Ça a ouvert des portes, des possibilités dans mon développement personnel. Ça, c'était vraiment très marquant, et c'est très, dans ce que j'ai entendu de Marie-Laure, c'est vraiment très similaire, ce cheminement-là. Par ailleurs, moi, ce que j'ai bien aimé, ce qui m'a, on va dire, amené à m'inscrire à ce webinaire, c'est le mot d'alliance. Parce que j'ai la conviction que maintenant, avec l'expérience, ce sont les deux dimensions qui font la force de l'individu. Et je le regarde en moi, les deux aspects. Il me semble que j'ai du masculin, que c'est le masculin qui m'a donné une forme d'énergie pour avancer, et que c'est le féminin qui m'a permis de me construire, de m'épanouir, de m'ouvrir aux autres. Alors voilà, c'est comme ça que c'est peut-être un peu basique comme raisonnement, mais c'est comme ça que je peux le situer. J'ai beaucoup travaillé avec des femmes. J'ai côtoyé beaucoup de femmes dirigeantes qui m'ont beaucoup amenée. J'ai vu à certains moments peu de différence dans leur management et dans celui des hommes. Le style était peut-être différent, mais le fond de la motivation que je ne qualifie pas, qui s'appelle le pouvoir,
était très, très présent dans tous les cas. Et je ne dis pas que le pouvoir a quelque chose de mal, ce n'est pas du tout le point, mais cette dimension-là était aussi présente. Elle s'exerçait juste. Du fait aussi que ma motivation était différente. Donc, autant chez les femmes que chez les hommes, on n'a pas tous la même appétence pour le pouvoir, et c'est le pouvoir le déséquilibre entre le masculin et le féminin. Hier soir, j'entendais la conférence d'un dirigeant qui était le fondateur de l'entreprise dans laquelle j'ai travaillé, un des deux cofondateurs, qui s'appelle Paul Dubrul, qui a maintenant plus de 80 ans. C'est un vénérable homme très senior. Et en fait, c'est un homme qui a témoigné là, et c'était très intéressant de voir comment son féminin a évolué. C'est un homme qui a dit hier soir, je ne suis pas bienveillant. Effectivement, il a expliqué son parcours de vie. Et en fait, le fait de pouvoir le dire, pour moi, c'est vraiment une grosse évolution de son féminin. C'est quelque chose qu'il n'aurait pas dit. Il a dit, moi, quand je n'étais pas un étudiant brillant, et donc quand j'ai réussi dans ma vie professionnelle, à chaque fois que je réussissais, que je voyais les autres ne pas réussir, j'appuyais là où ça faisait mal. Non, je ne suis pas bienveillant. Par contre, mon cofondateur, le cofondateur qui est avec moi, est un homme bienveillant, ce que je ne suis pas. Donc, j'ai trouvé qu'à cet âge-là, c'était formidable, et donc je trouve que c'est un bon témoignage pour moi d'évolution. Voilà ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Merci Maria. On a cette expérience, Maria, toi et moi, d'accompagnement. Donc tu as fait le choix d'être accompagnée par un homme à plusieurs reprises. Il me semble qu'on a eu plusieurs sessions à quelques années. Est-ce que je ne sais pas si c'est la couverture à moi, mais qu'est-ce qui a présidé à ce choix d'être accompagné par un homme plutôt que par une femme, par exemple? Parce que c'est une question qui a aussi dans le milieu des coachs, c'est une question qui a milieu des coachs et aussi un peu des psychanalystes qui ont beaucoup interrogé ça. Est-ce qu'un homme peut vraiment accompagner une femme dirigeante dans son développement professionnel? En tout cas, c'est quelque chose que j'ai régulièrement entendu. Et donc, du coup, moi, ce qui m'intéresse, ce n'est pas tellement les concepts, c'est plutôt l'expérience des personnes. Donc, je serais intéressé que tu partages, si tu veux bien, en tout cas, ce qui a présidé justement. Voilà. Alors, c'est lié à l'intuition. Mon intuition m'a dit, en tout cas, elle m'a conduit souvent à faire alliance avec les hommes. Et en tout cas, dans le travail, ça m'est arrivé. Et ça a très bien fonctionné. Ça a presque mieux fonctionné pour moi qu'avec des femmes. Et donc, tout à l'heure, j'entendais la notion de confiance. Je suis pas tout à fait d'accord le fait de dire on a confiance a priori en les femmes. Moi, je ne suis pas, je ne suis pas naturellement plus vers les femmes, plus vers les hommes, mais j'ai observé que l'alliance que je pouvais avoir professionnelle avec un homme pouvait être vraiment très pertinente. Ça m'est arrivé à différentes reprises et très satisfaisante du point de vue professionnel. Et ça m'a conduit, ces expériences professionnelles positives m'ont conduit à me dire, si j'ai besoin d'un coach, je vois plutôt un homme. Et peut-être que c'était, si je suis complètement honnête, c'était peut-être lié au fait que je pensais que cette confiance en moi que je recherchais, dont je n'étais même pas consciente que je recherchais ça, je pensais qu'un homme pouvait plus m'aider à trouver, à puiser en moi les ressources pour comprendre et trouver. Je pense que c'était ça. Ok. Merci beaucoup, Maria. Je crois qu'Éléonore voulait parler, c'est ça? Éléonore, Oui, c'est ça, je voudrais parler et je voudrais aussi vous dire que l'événement est top. Malheureusement, je vais aussi devoir partir à une réunion dans 5 minutes, mais je voulais donner mon avis vraiment sur le masculin et le féminin. Et aujourd'hui, moi, je pense en fait que le féminin, c'est beaucoup plus lié à tout ce qui est extérieur, en fait. C'est vraiment l'extériorisation des choses, le fait de montrer. Et tandis que le féminin, c'est beaucoup plus lié pour moi de l'intuition ou à quelque chose de très, très intérieur. Et malheureusement, en fait, ce sont deux facettes qu'on a tous en nous, hommes et femmes.
mais qui ont été inégalement développées jusqu'à l'âge adulte, puisque aujourd'hui, on est tous des adultes, donc on se rend compte effectivement qu'il y a peut-être un déséquilibre. Et donc, du coup, moi, c'est ce que j'observe en tout cas pour mon propre cas. Et c'est vrai que moi, par exemple, je travaille aujourd'hui, je suis dans les achats, je travaille dans l'automobile. Donc, c'est un monde où il y a 19% de femmes. Et c'est un monde où les femmes qui dirigent ont souvent adopté des comportements masculins pour progresser, en tout cas dans leur carrière et tout. Et moi, je me suis souvent posé la question en tant qu'Éléonore, qui n'a pas du tout d'appétence à être un mâle alpha, je n'aime pas du tout ça. Comment moi, je peux aussi progresser sans devenir une dominatrice, en quelque sorte. Voilà. Merci Éléonore. Alors, quelqu'un veut-il prendre? Oui, Vanessa. Bonjour Vanessa. Oui, bonjour, merci. D'abord, merci Fabrice de nous réunir ce matin. Et puis, ravie de te retrouver. Et puis, je voulais évidemment remercier Hélène. Évidemment, j'ai beaucoup d'écho dans ce que j'ai entendu, mais au-delà de ça, et quelqu'un l'a dit, il y avait ce mot de douceur dans le prénom d'Hélène. Et tu disais que tu avais plutôt le sentiment d'avoir été dans l'autorité. En tout cas, moi, ce matin, j'ai entendu beaucoup, beaucoup de douceur. Donc, voilà, j'avais envie simplement de dire cela. Et puis, en parallèle, ça, c'est un peu la synchronicité. Je suis plongée en ce moment, enfin, j'ai terminé les interviews de Léa Salamé, Femme puissante. Et je me suis régalée, en fait, en lisant ces différents témoignages. Et effectivement, d'une femme à l'autre, on pourrait essayer d'aller identifier où est l'alliance du masculin et du féminin, ou même pour certains témoignages, on pourrait se demander où est quelle est la part du féminin et du masculin. Et donc voilà, donc ce matin, tout ça rebouclait bien tous ces sujets. Et en tout cas, moi, je sens naître chez moi un féminisme nouveau. Voilà, je savais plus très bien ces dernières années où placer mon féminisme. Je me suis toujours sentie assez féministe, mais j'étais un peu perdue et donc je retiens, moi, ces mots qui m'accrochent beaucoup en ce moment, la diversité, l'équilibre et quelque chose de réconcilié, d'harmonieux. Voilà, et je pense qu'aujourd'hui, moi, mon féminisme, il tendrait vers cette réconciliation, donc du masculin, du féminin, mais aussi du yin, du yang. En tout cas, ça a été plus mon parcours à moi de transformation personnelle et probablement de me réconcilier avec mon féminin et mon masculin, mais un féminin que j'ai mis très tôt en sourdine pour probablement développer des attributs plus masculins, dits d'action, de j'écoute pas trop mon ressenti, mon intuition, parce que je dois me tromper. Et voilà, et je pense que, en tout cas, j'avais envie de témoigner ce matin pour moi, ce masculin, ce féminin, c'est la réconciliation. C'est d'abord un chemin de réconciliation, mais de réconciliation avec soi, avec peut-être cette particularité quand on est une femme. Et là, c'est mon prisme. Mais il y a quand même, de façon très archaïque, un phénomène de proie et de prédateur. En tout cas, nous, les femmes, en tout cas, moi, j'ai expérimenté ça, de devoir aller travailler vraiment plus spécifiquement sur mes peurs. Et quelle part de féminin je m'autorise. Voilà. En tout cas, ça a été d'abord et en synthèse un chemin de transformation de soi. Et puis simplement sur le sujet de l'homme ou de la femme, moi en tout cas, je lui rends hommage ce soir, mais j'avais 18 ans et j'ai démarré une analyse didactique avec un thérapeute jungien qui ressemblait un peu au Père Noël et qui a véritablement changé ma vie et c'était un homme. Donc, et bien sûr, par ailleurs, j'ai aussi travaillé plus tard avec des femmes. Mais en tout cas, c'est un homme qui m'a ouvert ce chemin d'introspection et de transformation de moi-même. Donc, voilà, je voulais témoigner de tout cela. Et encore, vraiment, merci Hélène pour votre témoignage et merci Fabrice de nous offrir ce moment. Vanessa, tu as parlé, si j'ai bien compris ce que tu viens de dire, de peur que tu avais qui était peut-être défavorable à l'expression de ton féminin.
Est-ce que tu pourrais expliciter un petit peu plus dans ton expérience Oui, je dirais que mon expérience, et ce que j'appellerais, c'est pour ça, je pense beaucoup, j'ai beaucoup là ce matin le terme de polarité et de réconciliation. C'est vraiment comment ne pas adopter des comportements presque extrêmes. Et pour moi, en tout cas, une des clés, ça a été d'accepter ou d'accéder à ma vulnérabilité et donc à mes peurs et de comprendre que parce que je peux avoir des peurs, alors je me mets possiblement en résistance ou en opposition, enfin voilà, j'ai le mot de non-fluidité, je ne sais pas comment l'exprimer autrement, mais quelque chose que je me suis rendu compte, voilà, avec tout ce travail, que je pouvais bloquer, bloquer cette alliance, justement. Mais parce qu'elle était bloquée chez moi. Voilà. Mais quel genre de peur, par exemple? Quel genre de peur? Des peurs. Alors là, pour le coup, moi, j'ai beaucoup travaillé le transgénérationnel. Donc, c'est sans doute pas nécessairement des choses que j'ai vécues directement dans ma vie là. Mais en tout cas, moi, je suis profondément convaincue qu'on récupère, qu'on peut récupérer. Donc, moi, il y a des lignées de femmes dans ma famille, des lignées de femmes qui ont véritablement souffert, qui ont été humiliées, séquestrées, dominées par des hommes. Alors, est-ce que j'avais récupéré un petit concentré de tout ça et puis peut-être également, d'ailleurs, parce qu'il y a eu ça aussi, des lignées de femmes, entre guillemets, extrêmement puissantes et qui elles-mêmes ont pu être des dominatrices d'hommes. Donc, en tout cas, moi, je me suis sentie vraiment au milieu de ce sujet de réconciliation, voilà. Et comment, parce que voilà, les hommes sont pas tous. Enfin, le danger ou la domination n'est pas masculine plus qu'elle n'est féminine, hein, voilà. Mais en tout cas, moi, il s'est agi de comprendre que j'avais des peurs et des freins et même au départ que je ne comprenais pas et dont j'avais même pas conscience. Mais là, pour le coup, c'est quelque chose de très animal, vraiment, et vraiment dont je n'avais pas conscience. Donc, ça répond à ta question, Fabrice. Merci beaucoup, Mélissa. Merci de nous avoir partagé, d'avoir partagé avec nous ces choses aussi un peu personnelles, quoi. Merci, c'est vraiment très précieux. Merci. J'ai l'impression que Laetitia voulait dire quelque chose. Oui, alors moi je sors un peu de la notion d'alliance intérieure entre sa part de féminin et de masculin et je vais faire perdre quelques réflexions et j'ai une question adressée à Hélène. Alors moi déjà je suis directrice des achats chez Sarenza, donc j'ai un peu connu Sarenza avant, voilà, et depuis 3 ans je connais l'après, donc c'est assez amusant d'avoir ce regard à la fois sur l'avant et sur l'après. Les réflexions que je me faisais, alors déjà, c'était, Hélène, tu t'en parlais sur l'introduction, quand j'ai eu ce thème Alliance féminin-masculin, je me suis dit, tiens, c'est casse-gueule, parce qu'en effet, on peut vite basculer dans le stéréotype. Je l'avais plutôt abordé, effectivement, entre l'alliance homme-femme en entreprise, et en m'éloignant des stéréotypes, je m'aperçois que bon, pour moi, en effet, c'est plus la capacité à faire collaborer des gens très différents, enfin, voilà, qui vont être complémentaires et faire fonctionner l'intelligence collective. Et la réflexion que je me faisais, c'était que bizarrement, et ça rebondit un peu sur ce que disait Maria, je m'interroge sur le fait de est-ce que c'est plus facile justement de bien collaborer avec un homme, mais à compétences comparables, qu'avec une femme. Il y a quelque chose qui paraît plus évident finalement. Et je me posais la question, alors après peut-être aussi plus caricaturale. Ça pousse finalement à prendre des rôles et rester dans certains rôles. Et donc, cette réflexion amène à la question que j'ai adressée à Hélène. Est-ce que tu penses que si Stéphane avait été une femme, avec exactement les mêmes compétences, la même personnalité, est-ce que tu penses que vos rôles auraient été différents ou que l'histoire aurait été différente? Ouf, sacrée question. Oui, je pense que ça aurait été différent.
Je pense que ça aurait été différent parce que moi, j'ai toujours préféré travailler avec des femmes en réalité, parce que je pense qu'il y a un certain nombre de sujets sur lesquels la compréhension est bien plus forte et directe en fait. Moi, je ressens puissamment la sororité et le fait que dans un groupe de femmes, il y a une forme de lien immédiat qui se crée, de compréhension d'un phénomène commun en fait, de quelque chose de commun qui est vécu. Je l'ai ressenti plein de fois sur mon parcours en entreprise, hein, mais pas seulement, enfin aussi sur mon parcours amical, avec voilà, une sororité qui se crée immédiatement par ce ressenti commun. Et je crois qu'avec Stéphane, il y a plein de choses sur lesquelles on était d'accord, et puis il y a plein de choses sur lesquelles on aurait pu faire différemment. Et ça aurait été différent si ça avait été une femme, probablement oui. Parce que, mais d'ailleurs, il le disait lui-même, hein, il le disait lui-même, et il y a des choses sur lesquelles il ne comprenait pas, et donc il se tournait vers moi. Puis il y a des choses sur lesquelles moi, je me suis déchargée complètement sur lui parce que ça m'arrangeait bien aussi, hein. Donc, et quelquefois, il y a des choses qu'on aurait dû, plutôt que de se décharger sur l'autre d'un certain nombre de sujets, on aurait dû les traiter ensemble, et parce qu'on aurait été plus fort à les traiter ensemble. Voilà. Donc, ouais. Je n'ai pas forcément envie de rentrer dans les détails et l'explication, mais en tout état de cause, moi, je ressens très fortement la confiance immédiate et le lien immédiat qui se crée avec des femmes, bien plus qu'avec des hommes. Et il y a des choses... il y a des choses qui le montrent d'ailleurs, et la même chose se passe entre hommes d'ailleurs. Quand vous mettez en place des réseaux, il y a énormément de réseaux non mixtes. Il y a énormément de clubs non mixtes, et il y en a probablement plus de non mixtes. Je ne sais pas s'il y a des études sur le sujet, ce serait intéressant de regarder, que de clubs et de réseaux mixtes. Ce qui a des effets délétères d'ailleurs, puisque du coup, on oppose plutôt qu'on rassemble, et on ne réfléchit pas assez bien ensemble, et notamment à ces questions de masculin-féminin. Mais il y a quelque chose à voir avec ce ressenti commun. Ok. Merci Hélène. Bon. Laetitia, c'est bon? Ouais, vous avez eu la réponse à votre question. Non, mais c'est un éclairage, parce que effectivement, moi, je me disais concrètement, c'est plus simple de trouver son rôle et sa place, mais finalement, ça les rend presque caricaturaux, entre guillemets. Ouais. Et effectivement, dans ce que disait Hélène, il y avait le côté, lui, je lui donne certains trucs, moi, j'en prends d'autres. Et effectivement, la réflexion qui suit, c'est de se dire qu'effectivement, peut-être, ça ne permet pas, dans la caricature, de collaborer ensemble ou de réfléchir ensemble et de dire il y a certains sujets qu'on traite ensemble. Il y avait ce côté facilité de répartition, mais peut-être ce piège de collaboration. Merci. Ok. Alors, il est 10h23, on s'approche progressivement de la fin de ce webinaire. Je vous propose de faire quelque chose que je fais en général avec les groupes avec lesquels je travaille, que ce soit en présentiel ou en ligne. C'est de faire un petit temps bref, juste de dire quelque chose qui, pour vous, fait conclusion de ce temps-là. Il ne s'agit pas nécessairement de revenir sur ce qui s'est dit, de faire une sorte de feedback ou de retour, peu importe. Si c'est ça que vous voulez faire, c'est bienvenu. Mais en quelques mots, juste là, dans l'instant, qu'est-ce que vous avez envie de dire juste pour conclure ce temps-là? Et puis on terminera par la conclusion d'Hélène et la mienne. Et j'aimerais associer dans ce petit tour de piste Sandrine,
qui est derrière le logo de CT Associés et qui non seulement elle s'occupe un peu des aspects logistiques et techniques, mais c'est Sandrine qui m'accompagne pour tout ce qui concerne les réseaux sociaux. Elle fait partie aussi du groupe Protéines. Hein. Je fais de la publicité pour Marianne et pour Isabelle. Mais voilà, et surtout, elle m'accompagne avec beaucoup de compétences et aussi d'empathie, de compréhension. Voilà, elle m'aide beaucoup, elle est très très précieuse. Donc Sandrine, je ne sais pas si tu peux faire ça techniquement, mais si tu peux rallumer ta caméra qu'on te voit, voilà, et participer à ce petit temps de conclusion, si tu veux bien. Voilà, pas Bonjour tout le monde. Bonjour. Ah. Ok, donc voilà, c'est la méthode de popcorn. C'est la personne qui est chaude, elle présente et elle exprime, voilà, en quelques mots seulement. Hein, il nous reste 5 minutes, donc voilà, soyez concis si vous voulez bien. Alors, Isabelle. Alors du coup, moi j'ai envie de dire que cette opportunité qui a été donnée aujourd'hui m'a forcé à réfléchir sur la part de féminin et de masculin que j'avais en moi, chose que j'avais un sujet que j'avais jamais envisagé, parce que je suis un peu comme Hélène, quelqu'un qui a grandi avec, et pourtant j'ai un certain âge aussi, avec la certitude qu'il n'y avait pas de différence et que en fait pour réussir il fallait faire des études et travailler, et j'ai effectivement évolué dans un monde assez masculin au début de ma carrière dans le nettoyage industriel, vous voyez, donc c'était pas forcément très très glamour. Donc je me suis jamais posé la question, et du coup vous avez parlé du monde professionnel. Moi, j'ai envie de parler, pour conclure, du monde familial, parce que, en fait, j'ai à la lumière de tout ce qui a été dit là, un ressenti dans ma vie personnelle, c'est que, en fait, je suis maman de 3 fils et que j'ai dû élever partiellement toute seule. Et en fait, j'ai souvent ressenti le regret, enfin le regret, c'est une façon peut-être extrémiste de m'exprimer, mais de devoir être tout à la fois, c'est-à-dire la maman, le papa, etc., et de devoir exprimer une autorité, et j'étais dans la nécessité de le faire, alors que j'aurais aimé les entourer d'un peu plus on va dire, de tendresse, d'amour, etc. Chose que je fais maintenant. Mais voilà, donc en fait, c'est très, très bizarre, parce que voilà, c'est ce que ça me, finalement, m'inspire à la fin de cet atelier. Vous avez parlé du monde professionnel. Moi, j'ai ressenti le féminin, le masculin dans ma vie personnelle. Hein. Voilà. Et je suis très maternelle, mais j'ai pas pu exprimer cette fibre-là. Et voilà, j'aurais bien aimé le faire un petit peu plus. Voilà, c'est ce que ça m'inspire. Merci Isabelle. Alors, quelques mots seulement, 27, si on veut essayer de... Oui, Maria. Maria et après Marianne. Maria, ton micro. La réflexion est ouverte. 2, la diversité des expériences, et c'est de là que peut naître l'équilibre. Ok. Merci Maria. Marianne, tu voulais parler? Moi, je suis un petit peu comme Isabelle. Je reste sur une interrogation. Le compliment ou la critique qu'on m'a fait toute ma vie, c'est que j'étais une femme qui avait des couilles. Et je trouve ça très surprenant. Voilà. Donc, j'ai besoin de réfléchir à ça. Ok, merci Marianne. Laetitia. Alors moi, j'étais arrivée avec une conception très faire collaborer les hommes et les femmes, hein, donc qui n'était pas forcément le sujet. Et donc là, je me dis que je vais regarder ma petite boussole intérieure de justement à quel moment je pense exprimer mon féminin, mon masculin. C'est un prisme nouveau, donc je vais écouter ça, et je pense que ça va amener des réflexions dans les prochains jours, les prochaines semaines.
Merci Laetitia. Alors, qui d'autre? Je vais juste prendre la parole pour féliciter Fabrice, parce que c'est un gros boulot ce qu'on vient de faire et c'est ce qu'il vient de faire. Donc bravo à toi. Et puis là, pour une fois, bah, il n'y a pas de parité, il y a girl power. Mais c'était très intéressant et très enrichissant. Bravo encore. Et n'oublie pas le petit lien. Le petit lien sur la candidature? Oui. Oui, c'est déjà dans OK. dans le chat. Merci Sandrine. Du coup, je rebondis. Effectivement, on manque un peu de diversité ce matin. Moi, je salue évidemment la démarche et je suis absolument ravie d'être avec vous ce matin. Maintenant, effectivement, on n'a pas eu le temps, mais moi, j'aurais bien aimé qu'on puisse t'interroger un peu plus, puisque tu es Fabrice, l'élément masculin. Et donc, je repars simplement avec cette idée que, voilà, on n'a pas eu le temps ce matin, mais c'eût été bien d'entendre ton partage d'homme, justement, puisque on a beaucoup partagé sur notre masculin, féminin, nous, femmes. Voilà. Mais en tout cas, merci infiniment. Et voilà, je repars avec vraiment beaucoup de l'ouverture et donc ce sujet de la diversité et de l'équilibre. Donc, merci. Merci Vanessa. Merci beaucoup. Bienvenue. Marie-Laure, est-ce que tu veux bien faire ce petit mot de conclusion avant que je passe la parole à Hélène? Non, je n'ai rien à ajouter, en tout cas, à part mes remerciements vraiment pour cette première réunion qui est très intéressante, et puis de découvrir toutes les femmes. Et je rejoins Vanessa, que ce sera sûrement la surprise de la prochaine réunion, d'entendre donc ton point de vue sur ce sujet. Okay. Que tu as introduit, et du coup, on n'a pas eu ton avis, mais je pense qu'il y a une stratégie qui est suivie, donc je fais confiance à ce qui se passe. Donc, voilà. Merci Marie-Laure. Hélène? C'est à moi, Fabrice. Oui. Alors moi, ça me donne envie de réfléchir sur deux choses supplémentaires. Une réflexion que je me suis faite hier en félicitant une de mes filles sur WhatsApp, c'est que je lui ai envoyé l'émoticône du biceps pour expliquer qu'elle était forte. Donc la force est liée aux muscles et l'émoticône qu'on utilise aujourd'hui pour parler de force, c'est ça, d'accord? Donc c'est un truc que je trouve intéressant, sachant que moi, il y a eu un exercice quand j'ai eu 50 ans, j'ai plein de personnes qui m'ont qualifiée et en fait, le truc qui revient le plus souvent, c'est femmes fortes. Voilà. Et moi, j'aimerais réfléchir enfin, j'ai entendu beaucoup de puissance de la maternité, là, aujourd'hui. Et donc, j'ai envie de réfléchir à la force et à la puissance, d'une part. Et puis, il y a quelque chose qu'on n'a fait qu'effleurer et que moi-même, j'ai du mal à aller analyser, chercher, c'est la concurrence ou la compétition et le féminin. Ça, on ne l'a pas tellement abordé aujourd'hui. Moi, j'ai du mal à l'aborder aussi et j'aimerais l'explorer un peu plus. Ok. Il faudra qu'on organise un autre webinaire avec vous, Hélène. Ok, merci en tout cas. Merci beaucoup d'avoir accepté de faire cette expérience et de lancer, non seulement de faire cette expérience, mais de lancer cette série de webinaires. C'est votre côté avant-gardiste, quoi. Aux avant-postes toujours. Et en plus, comme vous l'avez évoqué vous-même, au début, vous n'étiez pas partante, quoi. Vous avez plutôt refusé ma proposition. Et vous avez eu la gentillesse de le faire pour me rendre service et j'apprécie beaucoup. Ouais, merci de tout cœur. Voilà.
De mon côté, en fait, j'entends votre sollicitation sur mon point de vue sur le sujet. J'aurais plein de choses à dire. Et je vais être très bref. Une des premières choses qui me vient, c'est que mon élan naturel, et ce que j'ai toujours proposé, c'est plutôt de créer les conditions d'une plus grande prise de conscience. C'est de faire vivre des expériences aux dirigeants que j'accompagne et de les amener en fait à développer davantage leur capacité de décider en conscience, à partir de cet espace de conscience en soi. Donc mon entreprise, c'est vraiment d'accompagner les gens à découvrir, à explorer leur intériorité. Et dans leur intériorité, il y a notamment cette dimension du féminin, masculin. Voilà, c'est ça qui compte. Je pensais à ça, à ce que je dis aussi souvent. Pour moi, le coach, et moi je suis un coach, je suis un accoucheur, il n'est pas sur le contenu, il est sur le processus. Donc mon autorité, et quand on accompagne un dirigeant, c'est très important de faire autorité, et mon autorité, elle n'est pas sur le contenu. Donc là, mon autorité, elle n'est pas sur le contenu non plus, de c'est quoi être féminin, c'est quoi être masculin, elle est sur le processus, elle est de créer des conditions comme celle de ce matin, pour faire en sorte que les gens cheminent dans cette aventure de la conscience qui est possible dans notre vie de chacun, que ce soit un homme ou une femme. Voilà. Alors voilà, pour le reste, j'aimerais dire que donc c'est le premier de la série et que mercredi prochain, le 24 mars, j'aurai aussi la joie et le privilège d'accompagner Agnès Roquefort. Et Agnès Roquefort est aussi une de mes anciennes clientes. Et elle est aujourd'hui directrice générale du développement dans le groupe Accor, membre du comité exécutif du groupe Accor. Et elle a aussi accepté de venir entre 9h et 10h30 pour voilà, contribuer à ces échanges, à cette maturation, à cette progression qui est à la fois celle d'individus, mais aussi du coup celle de notre société. Voilà, en tout cas, c'est ça mon intention, c'est de contribuer à ça. Voilà. Donc merci beaucoup à toutes d'être venues. Il y a effectivement dans le chat le lien, comme me l'a rappelé Sandrine, pour s'inscrire si vous le souhaitez, en tout cas pour s'inscrire, pour poser votre candidature, pour participer à ce groupe d'expérimentation que l'on va animer donc avec mon amie et consoeur Patricia Saloiseau, que je salue là aussi, qui était présente en pensée avec nous, voilà, et puis vraiment qui est complètement aussi à l'origine de tout ce mouvement dans lequel je m'inscris et dans lequel je suis accompagné aussi par Sandrine. Alors merci encore à toi Sandrine. Et voilà, bonne poursuite, bonne journée à toutes et à très bientôt. Merci. Voilà. Bonne journée. Et merci encore. Fabrice. Au revoir. Merci. Merci. Bonne journée. Bonne journée, mesdames. Au revoir. Merci.